Cette semaine, mon invité est Peggy Roux. Bonjour et bienvenue à une nouvelle émission de Connaissez-vous. Je sens que cette semaine, ceux qui sont habitués à m'écouter, mes fidèles auditeurs, doivent se dire « Enfin, on va pouvoir mettre une voix sur cette fameuse Peggy. » Et oui, mesdames et messieurs, c'est aujourd'hui que ça se fait, car elle a été mentionnée à quelques reprises dans les émissions précédentes. Donc, forcément, oui, elle a une importance. Et je vais vous laisser d'ailleurs, premièrement, vous dire bonjour et vous expliquer un peu toute son histoire. Tout d'abord, bonjour Peggy. Bonsoir. Bonjour, effectivement. Comment vas-tu? Ça va bien. Oui. Écoute, comme on s'en parlait avant de commencer, c'est sûr et certain que toi et moi, on se connaît, on n'est pas tout à fait du même âge. Est-ce que tu es à l'aise de dire en quelle année tu es né? Ben oui, je suis né en 1972. Donc, on a quoi, 3 ans de différence? 3 ans d'écart. 3 ans qui, des fois, au primaire ou fin primaire, début secondaire, peuvent avoir une certaine importance. Parce que, bon, on s'est connus à l'école. C'était-tu rendu l'école Jacques Ouellette? Non, hein, c'était encore... Non, c'était encore Nazareth et Louis Braille, je crois. C'est ça. Parce que moi, j'ai vécu la transition. Mais c'est ça, on s'est connus à ce moment-là. Moi, j'étais au primaire, donc toi, tu devais être comme peut-être en 6e année ou quelque chose comme ça. Et ça dépend en quelle année t'es arrivé, je me rappelle plus. T'étais en 83. Ouais, mais t'étais en quelle année? En deuxième année, oui. Ouais, donc moi, je commençais donc ma 5e plus avancé dans le primaire. Parce que, bon, forcément, moi, c'est sûr que je me souviens de toi, mais j'ai pas beaucoup, tu sembles avoir peut-être plus de souvenirs de moi que moi j'en ai de toi. C'est sûr. On a toujours des souvenirs des plus jeunes, je sais pas pourquoi. Ouais, puis des plus tannants, j'imagine. Les plus vieux, c'est comme si c'est ceux qui nous rejettent souvent, tu sais. Moi, je me rappelle des gens qui étaient plus vieux que nous, puis on était pour eux autres un peu les bébés de l'école, tu sais. Alors, je me rappelle des plus jeunes qui rentraient. Okay. Et oui, je me rappelle très bien de toi. Parce qu'évidemment, tu t'es rapidement fait ami avec Katia, qui est ma meilleure amie. Donc, et qui a déjà fait une entrevue ici aussi. La première. Exactement, la première. Donc, oui, je me rappelle de toi. Et effectivement, t'étais ce que j'appellerais un vrai petit tannant. Un vrai petit tannant, tu sais. Ça bouge sans arrêt, hyperactif, taquin. Et effectivement... T'avais des petites habitudes aussi, là, comme on parlait hors d'onde tantôt. Alors, des habitudes, il nous donnait des pichenottes, le Martin, il sauvait à toute vitesse parce qu'il voyait un peu, tu sais. Alors que moi, ce que je me souviens de Peggy, c'est qu'un jour, un midi, pour être précis, parce qu'on avait des activités le midi, puis je me souviens qu'à un moment donné, on avait fait de la trampoline ensemble. Puis Peggy, moi, comme elle était un petit peu plus âgée pour moi, ben c'était une grande, puis c'était... je me souviens pas de l'avoir agacée. Oui. Mais tu sais, c'est le genre de choses que j'imagine je dois oublier, parce que, bon, hein, c'est... Mais bref, Peggy, toute qu'une mise en scène, toute qu'une ouverture... on peut-tu reculer en 1972? Bon, tu es né en 1972... est-ce que toi, premièrement, à quel endroit tu es né? Ben moi, je suis né à l'hôpital de Ville-la-Salle. Ah, ok, donc dans Montréal. C'est ça. Mais à ce moment-là, j'habite Châteauguay. Ok. Et puis, je suis non-voyante de naissance. Ok. Mais c'est pas du tout attendu, parce que mes parents n'ont aucune notion de non-voyance dans la famille, là, au niveau de l'arbre généalogique, tu sais. Mais est-ce que tu as des frères et sœurs? J'ai une sœur qui est plus vieille que moi, elle a 3 ans de plus. OK. Donc, forcément, ouais. Pas de... Donc, elle est voyante, et toute la famille est voyante, pour aussi loin où on la connaît, tu sais. OK. Donc, c'est pas attendu. Ma mère l'a pris difficilement, mais quand même, elle s'est dit que j'allais être capable de faire ce que tout le monde fait. Mon père, lui, était beaucoup plus protecteur. C'était plus difficile pour lui.
Et après, ben, on se dirige dans les Laurentides. Quand moi j'ai 1 an, là, en 73, on se dirige dans les Hautes-Laurentides. Là. On va habiter dans des endroits très, très campagne, comme Saint-Jean-sur-le-Lac, Lac des Îles, où je vivrai quelques années. Après, Fermeneuve, où je vais faire ma maternelle avec les voyants. Et puis après, Mont-Laurier, qui est un peu plus connu, où là, je vais commencer à Nazareth et Louis Braille, alors, à ce moment-là, en institution, c'est-à-dire vraiment en internat, là, où je dors la nuit à l'école. Tu passes la semaine. Voilà, où je passe toute la semaine à l'école, et je vais chez nous que les fins de semaine. OK. Donc ça, c'est à partir de l'âge de 6 ans. Ça a très bien été, la maternelle avec les voyants, mais évidemment, comme j'étais aveugle total, ben, il fallait que j'apprenne le braille et tout, donc je ne pouvais pas aller à l'école voyant tout de suite. Pas à ce moment-là, en tout cas. Aujourd'hui, c'est possible avec l'informatique et tout. Ce qui est disponible, les enfants commencent souvent très très tôt dans le processus de l'intégration dans les écoles régulières. Ouais, ils vont de moins en moins à l'école spécialisée. Mais dans notre temps, c'était encore quand même beaucoup favorisé. Là. On y allait. Moi, j'y suis allé jusqu'en secondaire 2. OK. Mais est-ce que tu te souviens quand même un peu de comment tu t'es aperçu que tu étais différente des autres? Est-ce que souvent ça se fait justement à l'école, c'est en maternelle ou est-ce que tu te souviens? C'est en maternelle. Peut-être même un petit peu avant, parce que bon, comme ma soeur était plus vieille, puis on avait des cousins et cousines avec qui on jouait dehors, en pleine campagne et tout, ben je me rendais quand même compte qu'eux étaient capables de faire certaines choses plus facilement que moi. Bien que moi, j'étais très... j'aimais pas trop être couvé non plus. Par exemple, ma mère m'avait acheté un traîneau quand j'étais toute petite, j'avais peut-être 2 ans, 2 ans et demi. On m'avait acheté un traîneau parce qu'on habitait très loin en campagne, comme j'ai dit, dans des chemins de terre et tout, donc l'hiver c'était très très enneigé. Et elle m'avait acheté un traîneau pour me traîner dedans, mais j'ai jamais voulu monter dedans. Moi je voulais marcher dans la neige, tu sais. Alors avec mon habit de neige là, puis de la neige jusqu'aux fesses, puis j'étais là, puis je marchais, tu sais. Puis j'essayais de marcher puis d'avancer dans la neige, mais j'ai jamais voulu embarquer dedans. Oh mon Dieu, OK. C'était comme, mais non, ma soeur elle peut marcher, elle a 4-5 ans, moi aussi je peux marcher. Tu sais, c'était comme ça, hein. Et ce qu'on appelle le défi Pepsi, là. Moi c'était ça, tu sais. Et là, l'arrivée à l'Institut, bon, ça a dû être quand même un choc. C'était un éloignement de la famille. C'était... Oui, mais moi, je me suis bien adapté à ça. Il y a des enfants, je sais pas, sont très attachés à leurs parents. Ils ont beaucoup de misère, ils arrivent à l'école, puis passer la semaine à l'école, ils pleurent et tout. Ça a été le cas justement de ma bonne amie Katia, tu sais, qui elle trouvait ça beaucoup plus difficile de se séparer du noyau familial, puis à qui j'ai fait aimer ça avec le temps. Mais moi, j'aimais ça. C'était une nouvelle aventure. C'était comme, bon, ben on arrive à l'école maintenant, je dors là toute la semaine, il y a des éducateurs, des professeurs, c'était un nouveau monde. Et j'ai quand même aimé ça. OK, ça que ça a pas été, t'as pas été comme l'élève là, traumatisé là, qui est arrivé puis qui pleurait toutes les larmes de son corps. Là. Non, pas du tout. Okay. Puis à ce moment-là aussi, dans les modules, par exemple la volière, pour ceux qui sont déjà allés à l'école Nazareth Louis Braille, il y avait quand même pas encore beaucoup d'enfants. Il y avait des enfants qui avaient une déficience intellectuelle, qui souffraient peut-être d'autisme, des choses comme ça, mais c'était quand même pas encore comme aujourd'hui, où il y en avait une grosse majorité, dû au fait justement que les enfants, souvent, qui peuvent suivre le programme normal, sont intégrés à l'école régulière. Mais dans ce temps-là, comme il y a beaucoup d'enfants qui allaient à l'école spécialisée, ben, il y avait beaucoup d'enfants qui étaient au même niveau ensemble, qui avaient juste comme seul handicap le fait d'être non-voyant. Donc, non, j'ai pas été traumatisé. Puis ceux qui avaient des difficultés, moi j'étais plutôt du type à vouloir essayer de les aider. OK. Ça t'étais un peu comme la grande sœur là qui voulait aider les gens puis qui... C'est ça. Prendre la main des gens pour les aider, les amener à la cafétéria, leur essayer de leur montrer un peu plus l'orientation, parce que moi j'étais déjà très très forte en orientation. Est-ce qu'on peut aussi parler d'autonomie? Est-ce que tu te considérais très autonome? Est-ce que tu avais des difficultés? Tu sais, bon, je sais, il y a beaucoup de gens qui n'ont pas connu ça, mais tu parlais de la volière. Moi, j'étais pas, moi, je couchais pas à l'Institut, mais le midi, on était quand même très encadré, niveau maintien à table, tout ça, là. Est-ce que toi, à ce niveau-là, ça allait bien? Est-ce que... Oui, je me suis bien adapté à ça. C'est-à-dire que
Oui, évidemment, j'ai eu les cours que ma mère ne peut pas nécessairement m'enseigner, le fameux comment bien manger, le couteau butoir, etc. Oui. Faut pas mettre nos mains dans nos assiettes, couper nos aliments. Pas mettre les coudes sur la table. Hein? C'est ça. Ouais. J'ai bien appris tout ça. OK. J'aimais ça. Et j'étais assez autonome déjà quand je suis rentré à l'école. OK. Parce que comme j'avais fait la maternelle, ben lasser des bottines, par exemple, on avait fait ça en maternelle, attacher des boutons, des fermetures éclairs. Donc, il y avait pas mal. T'avais appris ça avec les voyants à la maternelle. C'est ça. Okay. Ma mère aussi était elle m'avait appris les lettres et les chiffres en noir. Je voyais un tout petit peu. Une petite perception, j'avais des perceptions lumineuses de couleurs et je pouvais voir les lettres, là, 1 centimètre d'épais au crayon feutre, tu sais, sur une feuille. Là, OK. Puis à la télévisionneuse aussi, tu me disais un peu avec le contraste inversé, puis très gros aussi, évidemment. Je pouvais faire ça au début, mais évidemment, OK. C'était le braille, ma méthode de lecture, parce que c'était très lent. OK. Ça m'a permis quand même juste d'apprendre mes chiffres, mes lettres, et de pouvoir écrire un peu, ce que je peux faire encore aujourd'hui. Donc, moi, je trouve que c'est très positif, mais j'aurais jamais pu suivre l'école comme ça, donc. OK. Et là, tu disais, tu es resté à l'Institut jusqu'au secondaire 2, donc inclusivement? Oui. OK. Et après, tu es parti, tu as été intégré? Oui, à ce moment-là, j'habitais Saint-Jérôme. À partir de l'âge de 8 ans, j'ai habité Saint-Jérôme. OK. Même que, justement, avant de partir de Jean-Coilette, ben là, quand ça a commencé à s'appeler Jean-Coilette, finalement, c'était pas loin du moment où je suis parti, d'ailleurs, ça. Je suis plus trop sûr si c'était 85, 86. Moi non plus, je suis plus sûr de l'année exacte. Là. Moi, je sais que je suis parti en 88, c'est sûr que c'était fait. C'est ça. Mm-hmm. Donc, quand j'ai quitté, ce sont l'école spécialisée, quelques années avant, 2 ans avant, je crois, j'étais externe. J'avais un transport qui m'amenait de Saint-Jérôme à Longueuil tous les jours. Soir et matin? Soir et matin. OK, quand même. C'est ça. Parce que j'avais une autre amie qui habitait Bellefeuille, qui s'appelle Liliane, qui, elle, avait commencé à voyager soir et matin et était collée chez nous. Donc, j'ai suivi. Tu sais. Donc... Mais ça faisait beaucoup de voyagement. Ça faisait pas mal de voyagement, mais j'aimais ça. Ça te dérangeait pas? Non, pas du tout. Donc, après, je suis allé à la polyvalente de Saint-Jérôme. Okay. En secondaire 3, 4 et 5. Je voulais être intégré et pas en même temps. Ah, il y avait comme un déchirement un peu. Là. Ben moi, on me disait, écoute, t'es trop forte pour rester ici, tu devrais vraiment être intégré, tu vas être capable et tout et tout. Je manquais un peu de confiance. Et aussi, j'avais peur un peu de quitter mes amis, parce que je me disais, est-ce que je vais me faire des amis à l'école de voyants, tu sais? Et finalement... ouais, comment ça s'est passé? Au début, ça a été difficile. OK. Parce que les gens viennent te poser beaucoup de questions. Ah oui, t'as un ordinateur. Ah oui, ça écrit en braille, c'est passionnant. Ils viennent voir ton imprimante. Ils viennent voir tes étagères avec des livres en braille dedans, tes mathématiques, ton français, etc. Mais ils s'intéressent à toi un peu comme une bête de cirque. Pas pour être ami, vraiment, là. Pas vraiment pour être ami. En fait, ils savent pas trop où tu te trouves dans les discussions psychologiques, etc. Où tu te trouves dans leur monde. En tout cas, c'est comme ça que moi je l'ai expérimenté. Mais toi, est-ce que tu avais l'impression de faire partie de leur monde malgré tout? Est-ce que parce que j'allais dire j'ai entendu des choses, mais je les ai pas juste entendues, je les ai vécues aussi un peu. Des fois, on a l'impression qu'il nous manque des éléments quand on arrive au niveau des voyants. Est-ce que toi, tu avais cette impression-là? Ou parce que là, en secondaire 3, tu étais adolescente? Oui, j'avais 15 ans. Et c'était quoi ton impression par rapport à ça? J'avais pas l'impression qu'il me manquait des éléments, vraiment, mais j'avais l'impression que peut-être que eux pensaient qu'il nous en manquait à nous. Comme par exemple, je donne un exemple, tu sais, à l'adolescence, tout le monde va regarder les belles filles, les beaux gars, tu sais. Et les gens voyants vont penser que ça te concerne pas. Vu que tu les vois pas, que toi, t'as pas ce genre de conversation-là. Alors que c'est pas vrai. Nous autres, on a peut-être pas la même notion de belles filles, beaux gars, mais il y a des gens qui nous attirent quand même, par leurs énergies, par leur voix, par leurs propos, juste le fait qu'ils leur présentent, même si on voit pas leurs cheveux blonds, leurs yeux bleus. Oui. Il y a quand même des gens qui nous attirent. Puis que tu vas vouloir être en couple quand même, là. Exactement. Mm-hmm. Donc, ce n'est pas que basé sur des apparences physiques, mais c'est pas complètement non plus pas ça, tu sais. Mm-hmm. Donc, c'est un exemple. Mais après un certain temps, je me suis dit, bon, parce que moi, à l'école de voyage, je sais pas pour toi, mais nous,
moi, il m'était attribué un local entier, au lieu de juste un casier, où je pouvais mettre mes livres, parce que les livres braille, ça prend énormément d'espace. Donc, j'avais des grandes bibliothèques pour mettre les livres braille. Et j'avais un local. Et donc, souvent, je pouvais, moi, manger dans mon local, me réfugier dans mon local quand les cours étaient terminés, tu sais, en pause et tout. Mais je voyais pas de monde. Les gens venaient pas cogner à mon local, là. Non, ils allaient pas te voir dans ton local, c'est sûr. À part pour voir, justement, mes livres, parce qu'ils avaient entendu dire que ça prenait de la place, tu sais. Continuer un peu à faire leur exploration comme si t'étais le... Donc, un jour, j'ai dit, bon, ben, si je veux vraiment me faire des amis, il va falloir que je fasse quelque chose. Et qu'as-tu fait? Et j'ai décidé que je prenais mon lunch et que j'allais m'asseoir en bas à la cafétéria tout seul, en plein milieu de l'espace, et que je voyais, à ce moment-là, s'il y a des gens de mes cours qui viendraient me parler ou pas. Ou bien, si moi j'entendais des gens, que je pourrais peut-être essayer de me glisser dans leur conversation, ou essayer de faire connaissance, ou leur demander là, non, mais que si je me mêlais pas, il n'y arriverait rien. Et finalement, ça s'est passé. Et comment ça s'est passé? Je me suis assis à la cafétéria tout seul, puis quelques midis, jusqu'à ce qu'une fille vienne me parler, qui était dans mes cours, justement, en secondaire 3. Puis une autre. Puis je me suis fait 2 bonnes amies comme ça. OK. Pas une tonne, hein? 2 bonnes amies, plusieurs connaissances qui entouraient ces amis-là, et des gens qui étaient dans mes cours qui finalement commençaient à me saluer parce qu'ils me voyaient plus dans les corridors et tout, ou dehors le midi, ou quelque chose comme ça. Et donc, c'est comme ça que j'ai commencé à me faire un cercle, mais ça a toujours été un cercle assez limité. J'ai toujours préconisé des bons amis à une tonne de connaissances que tu connais peu finalement, tu sais. Donc, tu serais quand même prête à dire, là, pour ceux qui nous écoutent puis qui peut-être auraient besoin d'un peu de guidance, là, je sais pas si on peut dire ça comme ça. De guidage. De guidage, ouais. Mais c'est pas en restant non plus enfermé dans ton local. Tu sais, ton local, il t'a été attribué parce que, bon, t'as plus de matériel, mais pas pour rester nécessairement toujours enfermé dedans. Exactement. Hein? Quand tu restes dedans. C'est comme si tu ressors juste pour tes cours, tu ressors pour partir chez vous. Les gens te voient très peu et ils interagissent très peu parce que déjà, ça leur prend un temps à interagir juste du fait que tu vois pas. Donc, il faut qu'ils te voient 100 fois pour interagir alors qu'un autre peut-être 25. Tu comprends ce que je veux dire? Ouais. Il faut vraiment que tu les intrigues, que tu les intéresses, que tu sois présent dans leur champ de vision pour qu'éventuellement ils ressentent, ils passent par-dessus leur gêne. Peut-être qu'ils étaient attirés à venir me parler dès le début, dans les cours. Ils ont pas osé. Mais la gêne, la barrière du handicap et tout, fait qu'ils viennent pas forcément. Et là, moi, des fois, j'aime ça, là, quand je me sens à l'aise avec quelqu'un, là, puis en plus, c'est toi qui l'as mentionné, mais les petits messieurs, là, les petits garçons, là, comment que ça... Comment ça se passait? Oui. Ça a été compliqué quand même. OK. Parce que les gars voyants, adolescents, qui osaient passer la barrière de l'amitié, c'était quand même compliqué. OK. Moi, j'ai eu de l'intérêt pour quelques-uns. Mais après, mon premier chum, vraiment, important, je veux dire, évidemment, si on sort de l'école spécialisée, parce qu'à l'école spécialisée, ben, ça a été Denis, qui a été un de vos invités. Oui, parce que, oui, c'est un des liens, là, qu'on... C'est ça, puis il a été le père de mes enfants après, fait que ça va revenir. Mais, à l'école régulière, ça a été un gars qui a été connu pour avoir travaillé même dans le temps de Visuaide et tout, puis on m'appelle maintenant Humanware, qui s'appelle Nicolas Pitre. Il allait à la même école que moi, et il était malvoyant. Il voyait quand même assez bien à ce moment-là. Et on s'est connus à un moment donné, je me rappelle même plus comment. Je sais pas s'il est pas venu à mon local justement pour voir... Parce qu'il avait entendu parler de moi, puis il voulait me connaître, puis quelqu'un l'a amené. En tout cas, je me rappelle plus exactement comment on s'est connus. Mais on s'est connus, puis c'est devenu mon premier chum vraiment, là, à l'école régulière. OK. J'ai passé 3 ans avec lui, avant qu'on se quitte finalement, parce que je suis retourné justement avec Denis. Parce que Denis, bon, moi, je l'ai connu plus comme genre en 1987, et tu me disais que c'était l'année que tu étais parti de l'école spécialisée. Je suis parti en juin 87. Et Denis parlait très, très souvent de toi. C'est bon, je l'ai appris aujourd'hui. Un peu comme si tu étais l'amour déchu, là, tu sais, alors que vous étiez encore tout jeune. Et okay. j'ai comme... Ben, ça, c'est selon ma perception. La perception de la chose, c'est bon. Puis de l'enfant de 12 ans là, que j'avais à ce moment-là, on s'entend. Oui. Mais reste quand même que vous êtes retournés ensemble.
Et il y a eu toute qu'une aventure, là, si on peut dire ça. Toute une histoire. C'est sûr. Denis est revenu dans ma vie alors que moi, je finissais le cégep. Parce que moi, j'étais allé au cégep après. Moi, à l'école régulière, j'avais aussi un autre défi Pepsi, là. C'était plus parce que moi aussi, j'étais très sportive quand j'étais jeune. J'ai fait du bicycle, du patin à roulettes. J'ai fait tout ça, ce que tu as discuté avec certains dans d'autres entrevues. Justement, Philippe, tout à l'heure. Mais oui, parce qui que... m'a mentionné aussi. Oui. J'étais aussi une enfant hyper risqueuse. Même le patin à roulettes, j'en ai fait avec Katia. Bon, j'étais vraiment un peu casse-cou et tout. Mais arrivé, on va dire, à l'adolescence, ben, j'étais un petit peu moins sportive, on va dire. Comme bien des adolescents passent une phase à un moment donné de... D'avoir moins le goût de faire du sport ou d'avoir un peu plus d'inquiétude? C'est ça, d'être un peu plus télé, activité, mais paresse un peu, tu sais, pour le sport, tu sais. OK. Et donc, mon nouveau défi, c'est que j'adorais l'école, moi, quand même. J'ai jamais séché de cours ou quelque chose comme ça, ça peut avoir l'air un peu sérieux. T'étais pas l'enfant rebelle de la classe? Pas du tout. Okay. J'aimais l'école, j'ai pris mathématiques fort et j'ai voulu faire les cours de sciences à l'école des voyants. Chimie, physique, biologie. Hey, ça là, j'allais dire de quoi de grossier, je le dirais pas. Mais j'ai beaucoup d'admiration, moi, parce que moi, c'est ce que j'appelle vouloir se mettre dans le trou. Moi, j'ai fait chimie, physique, biologie. Ah, ouais. Chimie, physique de 4 et 5, dans les classes fortes, en plus. Mais comment est-ce possible? J'avais une représentation visuelle incroyable. J'ai toujours été une visuelle, malgré le fait que je suis non-voyant. Je peux facilement m'imaginer quelque chose en 3 dimensions dans ma tête, ou en 2. Pas le 3 sur 2, par exemple. Ça, c'est très difficile. Ok, mettons, je veux dire, s'imaginer un dessin d'une forme tridimensionnelle, c'est très compliqué quand tu vois pas. Mais, j'étais quand même, et j'avais un esprit logique, mathématique très très fort, donc j'ai suivi chimie. Je faisais des laboratoires avec un bénévole, qui m'aidait pour ce qui est des mesures précises. Il y a des choses que tu peux pas toucher, hein, des acides. Ben non, c'est sûr. Voilà. Donc, je faisais ça. Je faisais mes rapports de laboratoire basés sur les données que je prenais en note lors des laboratoires. Et dans ce temps-là, c'était encore la période du versabraille. Hein. Oui. Donc, tout ce qui s'appelait exposant, indice et tout, c'était très long à faire. C'était compliqué. En plus, des fois, le versabraille pouvait te fermer d'en face pendant que tu faisais un travail, puis il n'y avait pas sauvegardé, donc tu devais recommencer à zéro. Ça m'est souvent arrivé. En chimie et en physique, ça m'est arrivé quand même quelques fois. Donc, t'apprends après un temps. Tu sauvegardes à mesure que ton devoir se fait, parce que t'as pas envie de... Plus souvent que pas assez. C'est ça, exactement. Et puis, donc, j'ai réussi à faire ces séances ces matières fortes-là au secondaire. Je suis sorti avec des notes très très fortes. Ce qui fait que je suis rentré au cégep en sciences pures. Dans ce temps-là, ça s'appelait sciences pures, maintenant ça s'appelle plus comme ça. Je sais plus comment ils l'appellent. Sciences naturelles, je pense. En tout cas, ça a changé de nom. Là. Mais reste que sciences pures, c'était quand même là, toutes les maths forts, la maths intégrale 1, 2, 3, chimie, physique, tout ce que tu peux imaginer, électrique, optique, du son, bon, tout ça. La chimie, exactement. Donc, moi, j'ai fait ça au cégep. Mais c'était vraiment ce que tu voulais, c'est dans ce que tu t'es inscrit, tu as été admise. Oui, parce qu'à ce moment-là, je savais pas ce que je voulais faire. J'avais 2 passions. J'avais la musique, je voulais être technicienne de son, ou ingénieur de son. On m'a dit, quand tu vois pas, c'est très difficile. C'est là qu'ils le font maintenant. Après, mon autre passion, c'était la médecine, mais genre la psychologie, la psychiatrie, ces choses-là, ce domaine-là. Okay. Mais, pour aller en psychiatrie, il faut quand même que tu étudies la branche médecine générale. Donc, au début, je me suis dit, je vais essayer d'aller là-dedans. Je vais aller en sciences pures pour essayer de réfléchir un peu où je veux vraiment aller. De toute façon, les sciences pures nous ouvrent tout à l'université après. Donc, j'ai fini le programme. Attends. T'as fini le programme. Ouais. Mais est-ce que ça a été... Excusez-moi, je m'emporte un peu. C'est parce que là, tu me parles comme si... Tu disais, j'ai traversé une rue où il ne passe pas de voiture. Là. Ben, je te jure que la seule matière que j'ai pas fini pour faire mon cours de mon cégep, pour avoir mon diplôme, mon DEC, là, comme on dit, c'est un cours de français, c'est même pas un cours de sciences. Oh, Peggy.
voyons. Je te jure, c'est vrai. Puis dans ma moyenne de notes, en sciences, c'était à peu près 95. C'était ça, là. Non, ben, OK. J'étais chiante, là, pour les autres étudiants, tu sais. OK, mais... Heureusement, je les aidais, j'étais pas chiante pour vrai, tu sais. Oui, mais OK. On va quand même se dire les vraies affaires, là. C'était quoi en 1990? 90. En 90-92. Hey, j'ai connu des réactions de professeurs épouvantables pour des cours beaucoup moins demandants que ça. T'as jamais un professeur qui s'est dit moi je la veux pas dans ma classe, elle, qu'est-ce que je vais faire avec elle? Oui. Oui? J'en ai eu. Mais ça ne durait pas longtemps. OK. Parce que je l'ai rencontré, puis on discutait, puis il me disait comment vous allez faire telle chose. Je donnais des idées, des solutions, on donnait des alternatives. Évidemment, je savais bien, on va être clair, là. Je faisais pas ces études-là dans le but d'aller travailler dans un laboratoire de biologie. Hein. Non, ça, je suis d'accord, mais ça... Parce que là, on s'entend que c'est 2 employés au lieu d'un qui est payé, c'est ridicule. Oui, sauf que tu me dis quand même que t'as fini haut la main, là, tes cours de... J'ai fini haut la main. Les professeurs qui me voulaient pas au début, à la fin, quand j'ai eu ma mention et tout, ben ils sont venus me voir puis ils en revenaient pas. Aujourd'hui, je vais les voir, ils sont encore heureux et surpris de me voir. C'est qu'il n'y a pas eu de passe-droit, ils t'ont pas fait la vie plus facile. Là. Non, le seul passe-droit que j'avais, c'est d'avoir plus de temps pour les examens. Oui, mais ça, c'est légalement. J'avais au moins le double de temps pour les examens parce qu'en sciences, c'est quand même certaines mathématiques, c'est tellement graphique et tout que c'est compliqué. OK. Ça, si je résume bien, là, parce que moi, j'ai mon petit écouteur dans l'oreille, là, puis j'entends les gens dire non, ça se peut pas, ça, là. Mais ça que tu étais capable quand même de vulgariser, là, les concepts, tout ça, là, t'étais capable, comme tu l'as dit, de te faire des images mentales qui te permettaient de réussir, là, facilement. C'est ça. J'ai eu des matières plus faibles, on va s'entendre. Oui, le français. Non, le français, c'était pas une matière plus faible, mais on va dire si j'avais une matière à mettre plus faible en physique, ben c'était la physique optique et la physique électrique. OK? C'est certain. Mais quand je te dis matière plus faible, je passais quand même au la main, j'avais au-dessus de 75. Okay. T'sais? Donc, dans les autres qui étaient plus fortes, ben j'allais compenser pour avoir 90 au bout de la ligne dans l'année, tu comprends? Mm-hmm. Donc, c'est ça qui me sauvait dans certaines... c'est sûr, il y a des choses, là. La physique optique, on parle de déviation des rayons lumineux dans des prismes qui ont des angles, tel angle. Moi, franchement, je comprenais pas toujours tout, mais j'y allais avec les équations pour arriver aux réponses, tu sais. Mais j'arrivais pas toujours à m'imaginer la trajectoire du rayon exactement. Tu sais, on s'entend. Sauf que... Mais avec l'équation, tu y arrivais. J'arrivais quand même à passer le cours. Puis je comprenais quand même, comme tu as dit, vulgariser globalement. Il y a jamais eu rien que je suis arrivé puis j'ai rien compris, là, tu sais. Aïe, OK. Donc, après, pour aller à l'université, comme moi, parce que tantôt on parlait de Denis, qui est arrivé dans ma vie à l'été 92, je venais de finir mon cégep, je m'en allais à l'université en principe, en mathématiques et informatique. Là, j'ai pas fait long feu, parce que quand tu rentres à l'université de Montréal, il n'y a pas beaucoup d'enseignants, mais il y a beaucoup de chargés de cours, qui sont eux-mêmes des étudiants en maîtrise et qui donnent le cours aux débutants, aux premiers, à ceux qui étudient le baccalauréat. Ben, ces gens-là n'ont pas nécessairement beaucoup de pédagogie. Ils écrivent au tableau, ils te disent pas ce qu'ils écrivent. Ils savent pas comment s'adapter à toi. Tu vois bien que c'est pas des professeurs. Ça m'a vraiment emmerdé. Ça m'a découragé. En informatique, ça allait. Mais en mathématiques, puis c'est devenu tellement abstrait, je me suis dit, je vais faire quoi de ça dans ma vie? C'est là que j'ai fini par me demander, ça va me servir à quoi? Qu'est-ce que je veux vraiment faire comme emploi? Là? Parce que si je veux pas aller dans des laboratoires de la recherche, ça me sert à rien. Donc, il y a eu un requestionnement. Ouais, il y a eu un requestionnement total. Et Denis est arrivé dans ma vie, il y avait beaucoup de tumulte aussi à ce moment-là, émotionnellement. Je dois dire que j'ai eu peut-être les premières peines d'amour très dures de toutes sortes de situations qui se sont passées. Et donc, j'ai complètement décroché de l'école aussi, pour les deux raisons, tu sais, la difficulté que j'avais de voir la logique, pas la logique, mais l'utilité, les professeurs qui étaient pas très aidants, plus émotionnellement, c'était pas fort. Donc là, j'ai fait, wow, non. Mais, OK, mais là, quand on en vient à ce constat-là, puis qu'on a, quoi, 20 ans? Oui, 20 ans. Oui, j'avais 20 ans. Bon. Et
On envisage quoi? Ben, je me suis dit, je vais me rediriger ailleurs. Peut-être les communications. Et puis là, ben, est arrivé encore d'autres choses dans ma vie personnelle. Des départs, des séparations avec Denis. Et finalement, un renouement, pour de bon, à la fin de la session 93. OK, parce que là, si je comprends bien, puis que les gens comprennent tous, il y a eu des in and out avec Denis. On s'est quitté, on s'est repris, on s'est quitté. Donc, c'était dur. Et puis, quand on s'est vraiment remis ensemble, j'étais à la fin de ma session de 93 en communication. Et j'ai décidé de prendre une pause d'école. Là, je savais plus où je m'en allais, je savais plus si c'est ça que je voulais. Et j'ai dit, je vais prendre une pause, je vais peut-être retourner à ma première passion, qui est la musique, l'ingénierie de son et tout. Et Denis est arrivé dans ma vie, qui lui chantait, voulait réussir dans la musique. Et je me suis dit, pourquoi je travaillerais pas avec lui, finalement, dans la gérance artistique, je vais m'instruire sur le chant. Pourquoi je travaillerais pas avec lui pour lui, finalement, l'amener à réussir dans la musique? Alors que je voulais faire de l'ingénierie de son de toute façon. Fait que j'ai tout lâché à l'école, et pas longtemps après, je suis tombé enceinte de Lovia. Ce qui a complètement aussi dévié, évidemment, la tangente de vie, tu sais. Je peux-tu me permettre une question personnelle? Oui. Bon, tu me l'as pas... tout à fait. Tu me l'as pas interdit avant. Non. Puis c'est J'aurais pas... peut-être dû. Non, ben je sais pas. C'est une blague. Si jamais tu veux pas, tu dis, je réponds pas à ça, puis on sera pas moins bons amis. Non, vas-y. Est-ce que tu voulais des enfants? Oui. Y avais-tu pensé? Oui, je voulais des enfants. OK. Pas tout de suite. Pas à ce Mais j'en moment-là, voulais. nécessairement. Mais évidemment, comme j'en voulais, quand je tombais enceinte de ma fille, ben, il était hors de question d'avorter. C'était comme... c'était correct. Là. C'est ça. Bien que j'habitais dans un petit 2,5, ça a eu la jeunesse. J'étais pas prête du tout à avoir un enfant. Denis était encore dans sa famille d'accueil pour adultes à ce moment-là, où il habitait. On était toujours ensemble, mais on n'habitait pas ensemble. OK. Donc là, on a dû faire une demande rapidement auprès d'Habiteuil pour avoir un logement, un 4,5, pour pouvoir avoir cet enfant-là qui allait naître en avril 94. Et c'est là que vous avez déménagé dans les logements de la fac à Tétroville? C'est ça. OK. Le 22 janvier 94. Aïe! Denis me donnait des dates. Toi, tu me donnes des dates. Je trouve ça fascinant. il y a des choses, des fois, dans la vie Oui. que tu te rappelles pas, mais il y en a que tu te rappelles. Tu sais. OK. Et là, bon, c'est sûr qu'on a eu Denis comme invité, qui nous a expliqué un paquet de choses, qui nous a dit, effectivement, que tu l'avais suivi dans sa carrière musicale et tout ça. Mais oui. Ce que j'aimerais, là, maintenant, ce que je veux, c'est ton point de vue à toi. Donc, comment ça s'est passé pour toi? L'arrivée d'un enfant, c'est déjà... Ça occupe déjà à plein temps. Pendant que je suis enceinte de Lovia, on faisait des clubs. OK. On faisait beaucoup de clubs, beaucoup de concours amateurs ou semi-professionnels dans certains cas. Denis a même participé au Festival international de la chanson de Granby. Il a fait que l'audition, mais c'était quand même une expérience. Il a commencé à suivre des cours de chant, où je le suivais aussi. Puis moi, j'étudiais tout, comme à l'école. Donc, j'écoutais ce qu'il apprenait. Et ça, il l'a dit textuellement. Là. Ça fait que jusque-là, tout se tient. Tu vois? Donc, il a commencé les cours de chant. J'étais enceinte de Lovia. Donc, quand Lovia est née, on était déjà en train de bouger à gauche et à droite dans les clubs et tout. Heureusement, on s'est fait ami aussi avec quelqu'un qui habitait en face de chez nous, dans le bloc Habiteuil à ce moment-là. Et puis, cette personne-là a gardé Lovia beaucoup quand elle était très bébé. Parce que nous autres, justement, le jour on était à la maison, mais le soir, souvent, on était sortis pour un petit contrat ou un autre, pour aller chanter à tel endroit. Et la petite, ben, elle se faisait garder. Et donc, on avait une amie dans le même bloc qui la gardait. Et puis bon, ça a continué comme ça un bon bout. Ça se déroulait quand même bien. Après, bon... j'avais quand même un certain problème, par contre, du point de vue familial, parce que la famille n'a jamais accepté Denis. Ma mère, ma soeur, j'avais pas une grosse famille, mais c'était difficile parce que ils se disaient, mais pourquoi t'as un enfant avec Denis? Alors que c'est un enfant lui-même, il est pas autonome, il a des tics, il est ci, il est ça. Il y avait beaucoup de difficultés avec Denis. OK, ça qui se permettait de le critiquer, de te le de dire. juger. OK.
Ça a même été assez infernal à l'accouchement de Lovier, en fait, parce qu'ils étaient tous à l'hôpital. Et puis, mon Dieu, c'était pas reposant. Mais comment qu'on peut faire la part des choses quand on sent que notre famille accepte pas nos choix? Est-ce que... Moi, je l'ai pas vécu, là. C'est pour ça que je te le demande. Je te le demande pas avec méchanceté. Ouais, non, c'est comme les gens qui ont d'autres particularités. Soit les gens n'aiment pas leur partenaire, ou les gens ou la famille accepte pas leur orientation sexuelle, ou, tu sais, il y a toutes sortes de choses que les gens acceptent pas des fois. Mais moi, je me dis, c'est mon choix de vie. Ma mère a fait ses choix de vie. Elle a choisi l'homme qu'elle voulait, qui a été mon père. Elle a choisi les hommes avec qui elle voulait faire sa vie après. C'était pas à moi de lui dire avec qui elle devait faire sa vie. Évidemment, je pouvais lui donner mon opinion, mais passer ça devenait de l'ingérence. Donc, j'ai vite mis mon pied à terre, je leur ai fait comprendre que moi, mon choix, c'était Denis, que moi, je l'aimais, qu'eux, ils l'aiment pas, je peux comprendre. Mais c'est pas eux, comme on dit, qui dorment avec. Donc, ils doivent accepter mon choix. Si vraiment ils m'aiment comme membre de la famille et tout, ils doivent respecter que c'est mon choix. Moi, j'étais amoureuse de lui, tu sais. Mais est-ce que tu as l'impression, ça c'est une question générale, est-ce que tu as l'impression des fois que parce qu'on est non-voyant, notre entourage se permet plus d'ingérence? Oh mon Dieu, ça c'est le grand débat. Et c'est sûr. Ouais. Selon ta perception à toi. Tout à fait. Les gens ont l'impression, parce qu'on voit pas qu'il faut qu'ils nous disent tout. Là, fais attention, là, à ce moment-là, tu sais. Si telle personne parle de telle affaire, insiste pas sur tel sujet. Là, comme si on avait besoin de se faire dire ça. Puis qu'ils le diraient pas à d'autres, là. Comme si les gens qui sont non-voyants ne peuvent pas percevoir, parce qu'ils voient pas l'expression des autres ou quelque chose, ne peuvent pas percevoir un malaise ou le fait qu'un sujet a été assez traité puis qu'il faut changer de sujet, ou comment tu dois t'habiller pour aller à tel événement. Encore, ça peut toujours à la rigueur passer. Parce qu'il y a l'aspect visuel qui rentre. C'est ça, en voyant pas, on peut toujours être conseillé sur notre apparence physique. OK. Mais une fois que ta garde-robe est faite, là, puis que tu sais ce qui est beau, puis ce qui est plus sport dans ta garde-robe et tout, ta mère a besoin de te rappeler, ben là, oublie pas, c'est l'anniversaire de grand-papa, faut que tu t'habilles bien à ce soir, là. Je pense que on devrait savoir puis avoir le libre choix encore. Moi, j'y demande pas, moi, tu vas te mettre en jeans ou tu vas t'habiller en robe, tu sais. Si j'y demande, ça va être parce que j'ai envie de savoir comment moi je vais m'habiller pour peut-être fitter, tu sais. Mais ça sera pas pour y faire une morale de comment devrait elle, tu comprends ce que je veux dire? Fitter avec les autres invités. Fitter avec les autres invités. Pas fitter, là, avec toi, avec ton habillement, toi. Non, c'est ça, mais genre, si tout le monde va s'habiller plus robe ou plus jeans, ou tu sais, là, je vais m'adapter un peu à ça. Mais, effectivement, les voyants, des fois, ils nous infantilisent un peu le fait qu'on voit pas. C'est clair. Pas plus tard que la semaine passée, j'ai vécu ça avec ma soeur, c'était très drôle. Pourtant, c'est pas mal intentionné. T'sais? Et là, quelles sont tes relations avec ta soeur, si on peut? Maintenant, c'est mieux. Okay. Maintenant, c'est bien. Ça a été quand même compliqué pendant des années. Mais maintenant, ça va mieux. Pas juste parce que je suis plus en relation amoureuse avec Denis, parce que ça fait quand même un bon moment qu'on a réglé certains conflits. Mais je considère que ça va bien. Puis elle aime beaucoup Philippe, avec qui je suis maintenant. Ça aide aussi. Mais c'est sûr que ça peut pas baser ton choix, tu sais. C'est comme je disais quand on a eu les enfants, les gens l'aimaient pas. Moi, j'ai dit, quand je suis tombé enceinte de mon deuxième enfant, en 95, j'avais même peur de le dire à ma mère. Je me disais, elle va péter une poche, c'est pas possible. T'en as eu un, ça va en avoir un deuxième avec lui, c'est pas possible. Ça va tout recommencer. C'est ça. Puis je lui ai carrément dit, je lui ai dit, écoute, c'est ça la situation. J'ai écrit, en fait. J'ai dit, la situation est celle-ci. Tu as le choix de l'accepter ou pas, mais je veux pas entendre de commentaires désobligeants. Moi, j'ai fait mon choix de vie. Si vous acceptez l'enfant, c'est parfait. Sinon, ben, on coupe contact pour le moment, puis on verra quand vous serez prêt à l'accepter. J'ai vraiment voulu couper contact avec la famille pour choisir Denis. Je leur ai dit d'ailleurs, j'ai dit à l'accouchement, cette fois-ci, je vais vous demander de pas venir, vous viendrez voir l'enfant plus tard, parce que ça a été des conflits au premier accouchement, c'est pas agréable. Et si j'ai un choix à faire entre le père de l'enfant ou vous, ça va être le père de l'enfant. Ça qu'il a fallu que tu mettes des limites quand même assez sévères pour éviter que la situation se reproduise. Exactement. J'ai mis des limites sévères qui n'ont pas plu du tout. Mais qui après, quand même, ils ont bien compris que c'est eux qui seraient pénalisés s'ils continuaient à cette ligne-là. Parce qu'à ce moment-là, ben, ils verraient moins les enfants et tout. Ma mère, elle adorait ses petits-enfants quand même, t'sais.
Donc, ça a été ça. Après, évidemment, on a continué, nous autres, au niveau carrière, on a fait des démos, plein de démos, on a commencé le studio, un petit peu plus tard, on a fait de l'écriture de chansons, ensemble. Ça en était rendu déjà à 2, 3, 4 ans. Et puis, on a été à New York quelques fois, on a voyagé un peu. Denis est même allé à Athènes pour les Jeux paralympiques de 2004. À ce moment-là, ça était déjà parti, par contre. Je suis peut-être un petit peu trop vite. Ouais, mais, tu sais, dans le fond, ce qui est un peu, comment je dirais, c'est que c'est comme un peu une complémentarité à l'émission avec Denis. Ouais. Mais, d'ailleurs, c'est pour ça que je vais te poser une question pas fine. Ça dérange pas. Ça te dérange pas. Mais, toi, par rapport à ça, je veux dire, comment tu te... Toi, comme femme, à travers tout ça, puis est-ce que, bon, la vie familiale, ça c'est sûr, ça prend toujours une place, là. Mais, bon, Denis prenait une grande place aussi. Toi, est-ce que tu avais un peu l'impression de t'oublier à travers ça? Est-ce que... À ce moment-là, j'avais pas l'impression de m'oublier, puisque pour moi, c'était normal de dévouer toute mon attention à la carrière de Denis et aux enfants. Sauf qu'éventuellement, moi et Denis, ça se passait pas bien personnellement. Puis ça s'est arrêté aussi. Pour multiples raisons, c'est ça. On est tombé dans la violence, des choses comme ça. Donc, on a fini par briser la relation amoureuse et n'en rester qu'à l'amitié. Sauf qu'on habitait toujours ensemble. Oui, puis ça pour beaucoup de gens, ils pensaient que vous étiez encore ensemble. Ils savaient pas que vous étiez plus s'ils savaient pas, puis ils nous voyaient passer dans les autobus, dans le métro et tout, c'est sûr qu'ils le savaient aucunement. Et on s'est laissé, moi puis Denis, et 2 ans plus tard, en 2002, pour les gens qui nous connaissent pas bien, notre fils Hassan, à l'âge de 6 ans et demi, s'est noyé dans un camp de jour, alors qu'on avait eu beaucoup de problèmes aussi avec la DPJ, parce qu'on avait quand même des habitudes de vie, des convictions spirituelles et tout qui étaient très différentes. Donc on avait eu beaucoup de problèmes avec la DPJ qui questionnait différentes choses. Parce que Lovia a eu un petit problème de santé en bas âge, un manque de vitamine D, calcium, parce qu'elle aimait pas du tout les produits laitiers, le lait entre autres. Et donc comme elle buvait du lait de soya et tout, elle a eu un problème, une carence alimentaire qui a amené les médecins à s'inquiéter et à signaler DPJ. Mais une fois que la DPJ rentre dans ta vie, ils ressortent pas facilement. C'est ça. Ils analysent tout. Okay. Donc, ils ont analysé, ils ont resté là un temps, après le dossier s'est refermé, et tout, et parce qu'ils voulaient qu'Hassan ait en garderie, ils voulaient qu'Hassan ait des activités parce qu'il était voyant, on l'a mis en camp de jour, nous, pendant l'été, après sa maternelle, où il est allé dans certaines activités, dont la plage de Sablon, où il s'est noyé. Et ça, bon, ça a fait les manchettes, là. Oui, c'est sûr. Il s'est noyé, ça a fait les manchettes, il y a eu des bulletins de nouvelles, hein, TQS à ce temps-là, TVA, même en anglais, hein, Global, CTV, ça s'est parlé énormément, Radio-Canada. Est-ce qu'encore là, t'as l'impression, puis je connais la réponse, là, mais je vais la poser quand même. La pose quand même, tu sais, pour les auditeurs peut-être? Oui. Mais est-ce que tu penses qu'encore là, parce que c'est sûr que la mort d'un enfant, c'est un drame, là, je veux pas que vous m'écriviez puis que vous dites, franchement, Martin, c'est terrible, je le sais. Mais est-ce qu'encore là, tu penses que ça a été plus médiatisé parce que vous étiez non-voyant? C'est sûr. Parce que, c'est sûr, on s'entend quand il y avait des noyades d'enfants dans des camps de jour, dans des maisons privées et tout, on l'entendait parler à la radio. Je n'ai entendu parler quand même de plusieurs dans ces années-là où Hassan est décédé, des noyades d'enfants, sans que les familles aient de non-voyance ou d'autres handicaps. Mais, comme Hassan était le seul enfant voyant de la famille, que moi et Denis, on était 2 parents non-voyants, que Lovia était non-voyante, en plus d'avoir des traits autistes et d'avoir un léger retard d'apprentissage, c'est sûr qu'Hassan a fait vraiment les manchettes, là. Et ça a été vraiment terrible, la façon qu'ils l'ont exprimé, là. Pauvre famille, qui perdent les yeux de la famille, ça me faisait vraiment rire, là. Parce qu'Hassan était les yeux, mais c'était aussi des fois, franchement, pas du tout les yeux, hein. Parce qu'un enfant avec des yeux, c'est aussi un enfant qui va être une petite piste, puis qui va te tromper, puis qui va essayer de te jouer des tours.
Faut pas se mentir, hein. Ouais, puis c'était aussi un enfant, là. Mais voilà, il est mort à 6 ans et demi. Fait que, tu sais, il nous en a essayé des tours, hein. De prendre un ballon dans la cour à côté en disant que c'était le sien, de nous voler de l'argent dans le plat de travail parce que nous, on travaillait dans le métro et dehors dans la rue. J'imagine que Denis a dû en parler aussi. Fait que bon, sans m'étendre, on a quand même beaucoup travaillé dans les métros, dans les rues de Montréal et tout. On amenait les enfants l'été et aussi l'hiver, mais l'été surtout, quand on allait dans les rues, puis qu'il y avait le vieux Montréal avec plage Jacques-Cartier et tout, il y a beaucoup d'artisans. Et le petit prenait de l'argent dans notre plat pour aller acheter des jouets pis des affaires comme ça sans le demander. Tu sais, parce qu'on le voyait pas. Jusqu'à ce qu'on réalise le montant à un moment donné qu'il a été obligé de prendre, il pouvait plus nous sortir aucune excuse, et là, on l'a pincé, on l'a puni. Mais ça prenait beaucoup. Donc, c'était pas toujours une aide, forcément, tu vois. Ouais, c'est ça. Ben, ça c'est sûr que les médias, eux autres, ils aiment le sensationnalisme, faut que ça morde, tu sais. C'est ça, exactement. Fait que, mais, puis un drame, oui. Mais, moi, j'ai toujours dit, les gens qui partent n'amènent pas leur entourage avec eux. Pour eux, le parcours ici est fini, en tout cas dans cette vie-là. Mais ça veut pas dire que le nôtre est fini. On avait deux choix. Ou vivre malheureux avec un pied sur la terre, un pied déjà dans la tombe, ou vivre heureux, puis lui rendre hommage sur terre en continuant nos projets qui lui tenaient beaucoup à cœur. Ça lui tenait beaucoup à cœur, la musique de son père, le fait qu'il réussisse, le fait qu'on voyageait, toutes sortes de choses comme ça. Lui, pour lui, ça avait une importance. Donc, abandonner tout puis être malheureux, ça aurait pas été une solution. Donc, pour nous, ça a été, on continue, on fonce, on est heureux de toute façon. Pour moi, la mort, c'est juste un passage. Pour moi, il est toujours là. Un peu comme Philou disait tantôt avec sa femme qu'il avait mis, moi ou d'autres personnes sur sa route. Ben, pour moi, c'est ça, tu sais. Mais reste quand même que, quand ça arrive, ça nécessite quand même une certaine sagesse, là, de dire ça et de penser ça comme ça. Oui, c'est sûr. Sur le coup, tu vois pas tout ça. Tu te dis pas, bon ben, c'est arrivé pour une raison, il faut continuer, c'est correct. Sur le coup, tu vois l'injustice de la chose, le fait que la monitrice du camp de jour a mal fait son travail. T'es à l'hôpital, tu vois ton enfant sur des machines respiratoires, tu te dis que si tu vois la personne devant toi, tu vas la tuer carrément, c'est certain. Tu sais, j'ai jamais eu de pensée comme ça de ma vie, à part cette journée-là. Puis c'est des réactions quand même normales. Des réactions normales, mais je l'aurais pas fait. Non. En fait, la journée même, je pense que oui. Mais avec un peu de recul, quand on est allé à l'enquête du coroner, j'ai entendu tout le monde témoigner et tout, dont les gens, justement, qui travaillaient au camp de jour et tout ça, là, je leur en voulais plus. J'avais même pardonné à ces gens-là, me disant, eux, là, la conscience avec laquelle ils vivent, une jeune de 18 ans qui a pas bien fait son travail parce qu'elle était jeune, pas sérieuse, puis qui maintenant vit avec la conscience que pendant qu'elle travaillait comme monitrice d'un camp de jour, il y a un enfant qui est mort sous sa responsabilité. C'est déjà assez. Elle n'a pas besoin de ma haine par-dessus ça. Tu sais, j'ai pardonné. Je me suis dit, c'était de l'ignorance et de l'innocence. C'était pas volontaire, elle l'a pas noyé volontairement, tu sais. Donc, ça a été toi de trouver comme tes forces pour passer à travers et maintenant à cette personne-là de aussi passer à travers ça. De se pardonner elle-même puis de comprendre qu'est-ce qu'elle avait à apprendre de ça. Exact. Je suis en train de me rendre compte quelque chose d'épouvantable. Quoi? On pourrait faire quasiment 4 heures d'entrevue. Ben, c'est sûr, hein? Il y a beaucoup à dire. Ouais, c'est fou. Je pense qu'on n'a pas la moitié de fait. Puis, normalement, avant la pause, je demande toujours aux gens c'est quoi leur passion. Puis, est-ce que tu avais le temps d'avoir une passion à travers toutes tes implications, puis je dirais même tes obligations familiales? Oui, parce que j'ai toujours été une personne passionnée. Donc, j'avais des passions quand même. C'est sûr que, pour travailler avec Denis, dans ce que je travaillais, ma passion, c'est sûr qu'il y avait la musique. J'ai toujours adoré en faire, en écouter, toutes sortes de musique. Ça, c'était même quand j'étais jeune, donc ça a été une de mes passions. Qui s'est poursuivi, là, un peu. Exactement, ça se poursuit toujours, parce que j'aime toujours ça. Oui. Ma fille chante maintenant, puis c'est pareil. Mais il y avait la musique.
il y avait évidemment le développement personnel, le développement spirituel, la guérison par l'énergie, toutes sortes de choses. Nous, on a étudié dans plein de branches, tu sais, dans différentes choses, que c'est le Reiki, le Quantum Touch, et donc différentes voies de guérison énergétique, le développement personnel, la psychologie. Ça m'a toujours intéressé, ça. On va mettre ça dans le dossier métaphysique. OK. Donc ça, c'était ma deuxième passion. Puis après, ben, il y en avait d'autres, mais un petit peu, que j'avais laissé un peu derrière, avec l'éducation et tout. Comme par exemple la natation, la marche, le côté un peu plus sportif, que j'avais laissé de côté parce que Denis, c'était pas trop son affaire, lui. Ça t'avait plus de temps pour ça. J'avais plus de temps pour ça, c'est ça. OK. Exactement. Hey, voilà. Hey, quand même. Mais là, je veux juste boucler, si je peux me permettre, là, si je saute pas par-dessus trop d'étapes. La fin officielle avec Denis, ça a été quand? En quelle année? Tu veux dire en couple? Ouais. En couple, c'était en 2000 à peu près. Là. 2000. Pas de la date exacte, mais c'était à peu près ça. OK, mais à la mort de votre fils, là, vous étiez plus... On n'était plus ensemble. OK. Mais on avait encore beaucoup de difficultés à se séparer, dans le sens que Denis, après, tu sais, il y a eu des intérêts pour d'autres filles. Moi, pas trop souvent pour d'autres gars à ce moment-là. J'étais plus... Encore une fois, je m'oubliais beaucoup, puis j'aidais plutôt Denis dans ses propres relations que je m'occupais des miennes. Tu sais, ça a été beaucoup... J'ai vécu quand même beaucoup dans l'ombre de Denis, puis il en est pas responsable, c'était mon choix. On dirait que je préconisais la vie des autres plutôt que la mienne. Mon ami Katia m'a dit ça en 2013, je veux dire, excuse-moi. Oui, mais tu l'as même dit en début d'entrevue, hein. T'aimais aider J'aimais aider les gens, et ça a toujours été ça, des fois, avant les autres. Peut-être, je sais pas, on dit que les poissons, dans l'astrologie, sont très comme ça. Ils se passent souvent les derniers. En tout cas, dans mon cas, ça s'est appliqué. J'ai souvent fait ça. Donc, ça a été difficile parce qu'au début, il y a quand même un peu de jalousie. Même si tu t'es laissé, même si tu sais que tu t'aimes plus vraiment, amoureusement, puis que ça fonctionne plus, on dirait que t'es tellement impliqué avec l'autre personne que si tu sens que la personne se met avec quelqu'un qui est pas une bonne personne pour elle, ben, tu veux pas. Ça fait quand même quelque chose. T'essayes de tout faire pour que ça se fasse pas. T'sais, tu veux approuver la relation que la personne va avoir. Donc, il y a un petit peu aussi... T'es un petit peu trop impliqué dans la vie de l'autre. Okay. C'est ce qui a été un petit peu trop notre vie. Et puis ça, ben, on s'en est rendu compte très, très tard. OK. Parce qu'on a habité ensemble quand même plusieurs années. Hein. Après, on s'est laissé en 2000. On a habité ensemble jusqu'en 2016. Donc, c'est quand même assez énorme, récemment. Hein? Oui. C'est ça. Ben, écoute, Peggy, moi, ce que je vais faire, ce que j'aurais le goût qu'on fasse, là, on va faire la pause. Moi, j'intitulerais ça la partie avant Denis, puis après la pause, peut-être la partie après Denis. Je sais pas si ça a un sens, qu'est-ce que je dis. Ouais, disons la partie qui va mener à où je suis maintenant. Oui, exactement. Ouais. Bon, parfait. Donc, on fait la pause. C'est la première fois que ça arrive en 30 quelques épisodes, là, mais ça a passé extrêmement vite. Mais on fait la pause puis on revient tout de suite. Plus vite on va faire la pause, plus vite on va poursuivre. Alors on fait la pause puis on revient tout de suite. Après, avec notre invité qui est Peggy Roux. Vous pouvez communiquer avec nous pour nous faire part de vos commentaires, questions et suggestions en passant par notre site Internet à l'adresse www.martinchouinard.com ou à l'adresse courriel connaissez-vous2017@gmail.com sans tiret. Nous désirons remercier l'Association des aveugles de la Rive-Sud ainsi que la compagnie Point par Point Inc. de nous prêter gracieusement leurs locaux pour l'enregistrement de certaines de nos entrevues. Bonjour et bienvenue à la section pause de l'entrevue. À l'approche du temps des fêtes, je pense que c'est le moment de vous proposer encore une fois des suggestions de lecture et allons-y d'ailleurs avec un auteur que j'apprécie particulièrement qui est relativement jeune parce que la jeunesse c'est relatif. Disons qu'il est né à la fin des années 70. Qu'il en est déjà à son 4e ouvrage qui est disponible au Service québécois du livre adapté, en tous les cas. Et il s'agit de trois romans dont je vais vous parler aujourd'hui et aussi une pièce de théâtre que je n'ai pas encore lue parce que je lis peut-être un peu moins de théâtre que de romans.
Mais bon, éventuellement, je vais lire cette pièce quand même. Je vous parle du premier livre qui a été publié en 2012 et qui s'intitule Sur la 132. C'est un très bon roman. C'est ça fait déjà quelques années que j'ai lu ça. Le personnage principal, c'est un gars dans la vingtaine qui se cherche un peu et qui décide à un moment donné de quitter tout ce qu'il a, son travail, sa copine, tout ça, et qui décide de s'éloigner de tout ce qu'il connaît pour aller réfléchir à son avenir. Donc, c'est une belle réflexion d'ailleurs sur le futur, sur ce qu'on veut vraiment faire dans la vie, sur un petit peu nos objectifs. Le deuxième roman a été publié en 2015 et ça s'intitule La tempête. Ça a été c'est une histoire dans le fond qui a été brodée autour de la tempête de verglas de 1998, donc c'est très intéressant. La pièce de théâtre, ça a été publié en 2016, ça s'intitule Saint-André de l'épouvante. Comme je vous l'ai dit, je peux pas vous en parler encore parce que je ne l'ai pas encore lu. Si jamais vous le faites avant moi puis que vous décidez de m'en parler, ben tant mieux. Et le troisième roman, le quatrième livre dont je vais vous parler aujourd'hui, ça s'intitule Les aventures érotiques d'un écorché vif. Ça a été publié également en 2016. Et là, les gens vont dire, aventure érotique, est-ce que ça parle de sexe? Est-ce que c'est assez cru comme langage? La réponse, c'est oui. Par moment, oui. C'est assez explicite. Encore là, c'est un personnage masculin qui se fait laisser par sa copine sans avertissement, sans trop qu'ils s'y attendent. Le couple a 2 jeunes enfants et là aussi, il va à un moment donné choisir de s'éloigner pour faire un voyage à l'étranger, en Espagne d'ailleurs, pour vous brûler un petit punch là, mais justement, il va faire un voyage pour recentrer sa vie. Et il y a une bonne partie du livre, une bonne partie de l'histoire qui se passe en Espagne. Donc, c'est très intéressant. Et j'espère que ça va vous faire de la lecture pour le temps des fêtes si vous avez du temps à combler. N'oubliez pas de participer à notre petit concours pour vous mériter une boîte de noix de luxe. Pour vous inscrire, vous n'avez qu'à nous écrire en passant par notre site web au www.martinchouinard.com ou en utilisant l'adresse connaissez-vous2017@gmail.com sans tiret. Ce concours s'adresse aux résidents du Québec seulement et vous avez jusqu'au dimanche 10 décembre 2017 à midi pour y participer. Le nom de la personne gagnante sera dévoilé pendant notre émission mise en ligne le vendredi 15 décembre 2017. Bonne chance! À notre prochaine émission! Serge Poulain. Dans le but de commencer à se mettre dans l'ambiance des fêtes et de bien se préparer, voici ce que notre invité nous souhaite déjà. Joyeux temps des fêtes. Appelez-les pas Noël, je voulais pas mettre de mots de religion. Appelez-les pas sapin, appelez-les pas ce que vous voulez. Un joyeux temps pour vous réjouir, vous reposer. Puis si vous êtes seul, essayez de trouver des places où vous pouvez être avec des gens. C'est que vous fraterniser, juste pour le plaisir. Je pense que c'est ça. Puis, l'année prochaine, je vous en souhaite une des meilleures. Je sais qu'on dit toujours qu'on souhaite la meilleure des années après, mais je vous le souhaite pendant que j'ai la tribune. Mais la meilleure des années, puis on va essayer de se souhaiter que c'est bien dur, mais qu'il y ait de moins de violence dans le monde, qu'on soit plus fraternel entre nous autres, qu'on puisse, je sais pas, qu'on puisse se donner des manières je sais que je suis très idéaliste quand je dis ça, mais qu'on puisse se donner des manières de se faire des douceurs. Ça va le dire, le monde. C'est beau, Mais ça. arrêtez ça, là. Nous sommes de retour avec notre invité qui est Peggy Roux. Et bon, avant la pause, je faisais une pseudo-blague, là, je disais, bon, l'avant-Denis, l'après-Denis, bon, mais il reste quand même que c'est quand même ça. Et là, je sais que
Peggy voulait faire un petit retour sur les derniers instants, là, les derniers projets musicaux, je crois, avec Denis. Donc, tu voulais faire comme un petit retour là-dessus. Puis après, vraiment parler de toi en tant que Peggy, en tant que femme. Exactement. Parce qu'en fait, les projets musicaux, on parlait de passion tout à l'heure, je disais que la musique, c'en était une et tout, mais ça a fini par s'effriter tranquillement. Parce qu'en 2004, 2005, on dit de 2004 à 2007, là, on y a vraiment mis la claque, tu sais. On est allé à New York, on a même rencontré Mariah Carey en personne. On a même failli avoir une audition avec elle, pour Denis, évidemment. Mais tout ça tombait à l'eau. On a fait des démos avec des producteurs qui avaient quand même de l'avenir, qui étaient quand même prometteurs, des gens de là-bas, de New York, entre autres, parce que Denis faisait un peu de la hip-hop R&B. On a fait des produits qui auraient pu être très bons, mais c'était jamais tout à fait la coche, tu sais, c'était jamais totalement ça. Ou bien il y avait des opportunités que finalement, on ratait, parce qu'il y avait quelque chose qui arrivait. Soit Denis avait un problème de voix monumental, puis finalement, il pouvait pas faire telle audition ou tel spectacle. Ce qui fait qu'à un moment donné, ça t'use. Tu te dis, finalement, c'est-tu vraiment dû pour marcher? Puis je dirais qu'à partir de 2007, on a vraiment slacké la musique, un peu, mais même ce qui nous l'a vraiment fait vraiment slacker complètement, c'est en 2009, on a voulu faire un projet qui s'appelait le projet Agneau, qui était un projet qui se voulait porteur d'un message, un message de paix, d'amour, du pouvoir personnel et tout, à travers des chansons qui existaient déjà, et mais qu'on voulait refaire d'une façon personnalisée, et on n'a pas réussi à faire ce spectacle-là. C'est en 2009. Donc c'est vrai que ça a quand même continué jusqu'en 2009, ça a été comme un soubresaut de nouveaux projets en 2009, mais il n'a pas réussi, pour toutes sortes de raisons. Et puis, là on s'est dit, tant pis, on va vraiment se concentrer sur le développement personnel. Il était arrivé entre-temps le film Le Secret, avec lequel on a eu beaucoup de plaisir, et on a connu beaucoup de membres qui faisaient partie de ce film-là aussi, The Secret en anglais. Et puis, on s'est mis beaucoup à étudier, on s'est vraiment consacré à notre développement personnel à ce moment-là. Mais, musicalement, on s'en tenait beaucoup on chantait dans le métro, puis on chantait dehors l'été. Puis ma fille Lovia, qui à ce moment-là avait une quinzaine d'années, a commencé à chanter avec nous à partir de 2007 en fait, mais en 2009 elle avait 15 ans. Et c'est là qu'elle a vraiment développé son potentiel davantage, qui l'a amené où elle en est maintenant aujourd'hui. Mais nous on était plus trop ambitieux là au niveau musical à ce moment-là. Et vous aviez comme un peu là baissé les armes. Là. On avait un peu baissé les bras, on s'est dit écoute, sans qu'on croit vraiment à tous les principes de vieillissement et tout, on sait bien que pour le monde ça a une importance. Donc Denis avait 40 ans en 2010, il avait jamais encore réussi. On s'est dit on va se pencher à d'autres choses. Ce qui fait que on a commencé plutôt à s'occuper d'un projet dont Denis a supposément plus parlé, qui était le film qu'un producteur appelé Carlo voulait faire sur notre famille, un documentaire sur notre vie, la vie de non-voyants, notre quête spirituelle, etc. OK, puis c'est le film qui est sorti là en septembre. C'est ça, qui s'appelait Resurrecting Hassan, ou La Résurrection d'Hassan, qui a joué en cinéma à Beaubien, à Duparc entre autres, pour ce qui est de Montréal, puis qui a joué aussi ailleurs, comme Sherbrooke, Québec et tout. Donc un peu partout, c'est ça, plusieurs endroits en région. C'est ça, il a joué aussi dans des festivals et tout. OK. Donc, là, la prochaine étape, c'est le DVD. Mais on est quand même très fiers du film, parce que c'est quand même très bien fait, très bien monté. D'ailleurs, je sais même pas si tu l'as vu, toi. Non, j'ai pas eu l'occasion de le voir, mais ça va se faire. Sans doute. Surtout si tu parles de DVD, là. Oui, là, ça a plus de... J'aime bien voir les films en DVD, moi, peu importe. Oui, comme ça, tu vas pas au cinéma, il y a bien des gens comme ça. Je l'ai sur ma télé chez nous, là. C'est ça, tu sais. Donc, on s'est beaucoup concentré là-dessus. Et puis, évidemment, là, est venu, comme on avait moins de projets qui nous tenaient à cœur, ensemble, est arrivé plusieurs possibilités de relations amoureuses de part et d'autre. Denis a eu des intérêts pour quelques filles. Il a même été en relation avec quelques-unes. Moi-même, j'étais en relation avec quelqu'un en 2010, mais très courtement, mais 3 mois quand même. C'était quand même le premier chum que j'avais eu après Denis, de façon vraiment plus que genre un one night, là. Tu sais.
C'est pas une histoire d'aventure. Donc, ça a été ça. Et après, mais Denis, c'était une grosse quête pour lui, l'âme sœur, sa partenaire de mission, comme il aime bien l'appeler, la personne qui allait l'accompagner dans sa quête de vie et tout. Moi, je me disais, s'il y a quelqu'un qui arrive, c'est parfait. S'il y a personne, ben tant pis, ça me faut que de moi m'occuper pour évoluer, puis ça va être bon. Mais, il est arrivé quelque chose, là. Quelque chose quand même d'assez important. Ben parce qu'à ce moment-là, en 2011, je dois quand même dire que on a beaucoup parlé de Katia. Moi et Katia, on s'est connus vraiment à la petite école. On a été ensemble à la petite école, oui. Mais après, Katia est partie à l'école régulière, elle aussi. Moi Vous aussi. êtes perdu on s'est perdu de vue quand même longtemps. On s'est retrouvés autour de 94 quand elle a mis au monde son fils. On s'est reperdu après pour se retrouver autour de 2002-2003. Reperdu après pour se retrouver en 2011. Il y a eu un petit peu de montagne russe, là. C'est ça. Okay. Il n'y avait rien qui faisait qu'on se séparait autre que on avait chacun nos vies respectives et le fait que des fois on perdait le contact une de l'autre, puis bon. Tu sais? Mais en 2011, quand on s'est retrouvés, alors que Katia avait des problèmes de santé un peu plus importants, on avait voulu la retrouver justement pour voir comment elle allait et tout. On a su qu'elle travaillait à l'Institut. Là, on s'est jamais reperdu de vue après. Et donc, en 2011, 2012, 2013, bon, on se fréquentait beaucoup. Je venais souvent la voir, on avait des grandes discussions, puis elle aussi, elle avait des périodes de sa vie importantes et tout. Et puis, à un moment donné, elle m'a dit, « Mais Peggy, toi, là, ta vie, elle commence quand? » Vraiment, le temps où ce que toi, tu te... Elle dit, toi, là, elle dit, tu t'occupes de nous autres, là, tu sais, tu t'occupes de mes problèmes, mes petites affaires, tu t'occupes de me conseiller, tu donnes des intuitions aux gens, tu sais, tu fais la médium aussi, hein, pourquoi pas. Tu sais, peut-être Denis dans ses relations amoureuses, dans sa musique, bon, j'avais Lovia aussi, qui est une enfant autiste, qui est quand même pas l'autonomie d'une enfant de son âge. Elle dit, mais toi, tu vis quand, là? Tu sais quand tu penses à toi? Et je suis sûr que la réponse, c'était très peu souvent. Ben, c'est pas grave, ça, j'ai pas besoin de ça, je suis bien de même, c'est correct comme ça. Puis là, elle m'a dit, elle m'a fini par me convaincre de m'obtenir un iPhone. Parce que moi, l'iPhone, ça m'intéressait pas. J'avais un ordi. Il était vieux. Mais l'iPhone, ça me disait rien du tout. Et puis, je sais pas comment ça marche. Elle dit, ben, si t'en as un, je vais te le montrer comment ça marche. Finalement, j'ai accepté de n'avoir un. Un peu comme Philou tantôt, quand sa belle-fille a dit, tu devrais avoir un ordinateur, ça va changer ta vie. Ben. Ça a été le cas. Ça a été le cas pour lui. Ça a été le cas pour moi aussi. Pour toi aussi un peu. Parce que justement, au début, j'ai eu mon iPhone. Je l'utilisais pour la base. Mais à un moment donné, Katia, elle est allée en Thaïlande pour se faire des cellules souches. Elle l'a sûrement parlé. Oui. Et puis, elle m'a dit, si tu téléchargeais WhatsApp, on pourrait communiquer de la Thaïlande. On n'aurait pas besoin d'avoir de longues distances, etc. Bon, il y avait Skype, il y avait d'autres choses. Mais, elle m'a quand même dit que si je téléchargeais WhatsApp, je pourrais communiquer avec elle. Et ça a été une motivation. Donc, je l'ai téléchargé, je l'ai appris. Et ensuite, elle m'a dit, j'ai un groupe franco-québécois que j'ai connu, plein de gens de France, d'ailleurs dans le monde, par le salon, par Annabelle, par toutes sortes de gens. Puis elle m'a dit, est-ce que ça te tenterait d'en faire partie de ce groupe-là si je l'amène sur WhatsApp? Elle dit, j'ai l'intention de faire un groupe WhatsApp, justement, qui va avoir des Français et des Québécois dedans. J'ai dit, OK, ça va aller, on va essayer. Mais j'étais toujours réticente, tu sais. Elle l'a parti le 3 juillet 2014, le groupe. OK. Elle rappelle très bien. Parce que tu ris, hein, mais c'est le 3 juillet 92 que j'avais retrouvé Denis, puis qu'on a recommencé notre idylle et tout. Oh, c'est que le 3 juillet... Le 3 juillet, ça commençait à être une deuxième date importante. Ça sonnait quelque chose, là. C'est ça. Donc, le 3 juillet 2014, Que du bonheur sur WhatsApp est né. Et, tout de suite, ça a été très envahissant. Parce que, là, pour un moment, c'était le centre d'attention. Il y avait 100 messages par jour, à peu près. Oui, puis c'est d'écouter tous ces messages-là, d'y répondre, puis là, bon, les réponses... Tout le monde se présentait, ça roulait, il y avait des concours de musique, il y avait des jeux, il y avait des gens qui racontaient leur vie, il y avait des sujets de fous, il y avait de toutes sortes d'affaires sur ce groupe-là. Je te jure, on y passait pratiquement notre vie. Là, on travaillait dehors dans le métro, puis on écoutait WhatsApp. C'est à peu près que ça. Sauf que, c'est là que j'ai rencontré
Philippe Dalava, Philou. Qu'on a eu Entrevue aussi. en entrevue récemment. C'est ça. C'est là que je l'ai rencontré. Et le problème, c'est que je me suis retrouvé en amour avec le même gars que ma meilleure amie. Ouais, ça m'était jamais arrivé. Ça, c'est un des problèmes. Ouais, ça en était un. Mais c'était quand même un gros pour moi. Oui, quand même assez gros. Je me disais, mon ami qui m'a demandé quand est-ce que je pensais à moi dans ma vie et tout, puis là, ben, on se retrouve, on prise à aimer le même gars, alors que je savais, mais qu'elle, elle savait pas, mais elle a su que je l'aimerais aussi, puis en tout cas. Finalement, c'est d'elle, tantôt que Philou parlait, qui a pas nommé, qui a dit que j'étais amoureux d'une femme qui est venue au Canada pour les 40 ans, c'était de Katia. Donc, Katia était d'accord pour qu'on le dise, fait que c'est correct. Voilà qui est rectifié. Donc, voilà qui est rectifié. Sauf que pour moi, ça aurait pas été un problème si justement la fille, je l'aurais moins connue, ça aurait été un peu moins problématique. Mais le fait que je connaissais très bien Cap, ben, au début, encore une fois, je me disais, c'est pas pour moi. C'est pas ça. Mais moi, ça faisait très longtemps que j'étais pas tombée amoureuse d'un gars. Je pense que ça m'est arrivé avec un gars en 2006-2007 à qui je l'ai jamais avoué. Fait que ça n'a jamais abouti. Donc, là, j'y ai dit. J'ai dit à Philou que je l'aimais et tout. Puis il m'a dit, ben bon, moi je peux pas, je suis amoureux de Katia, nanana. Bon, j'ai dit, ok. Je respecte ça. Moi, je pense qu'on est quand même fait pour être ensemble quelque part, mais je respecte ça. Si c'est là que c'est pour aller, c'est là. Mais bon, de fil en aiguille, d'analyse, de différentes expériences. Finalement, quand Philippe est venu au Canada pour la fête à Katia, il a habité chez nous. Parce qu'à Montréal, ben, il n'y avait pas nécessairement quelque part à rester et tout. Puis à ce moment-là, Katia, c'était pas possible pour lui d'être chez elle. Mais là, si on... Parce que le temps va nous manquer un peu, tu sais. Mais si on regarde ça, bon, il y avait comme un océan qui vous séparait. Un océan qui nous séparait, c'est clair. Mais, à ce moment-là, quand on a commencé que du bonheur, on avait l'impression que tout était... Possible. Que tout le monde pouvait se rencontrer. Oui. Justement, regarde Katia qui était allée en Thaïlande, puis qui avait rencontré la gang à Paris. Qu'il n'y avait plus de frontières. Ben, il n'y avait plus de frontières. Donc, Philou était venu au Québec, là. Moi, je pouvais y aller aussi. Ça faisait tomber comme la barrière de la distance. Mais au début, on s'est pas posé cette question-là, tu vois. OK. Au début, on a commencé à sortir ensemble, c'était le 16 octobre 2014, justement. Et, à ce moment-là, on savait pas trop comment les choses allaient se passer une après l'autre, mais on prévoyait les choses une après l'autre, tu sais. On a prévu le premier Noël ensemble, là où justement notre film se termine. Le premier Noël ensemble, où je vais rencontrer Philou, puis qu'on se rencontre à l'aéroport Charles de Gaulle. On s'était déjà vu à Montréal quand il était venu en septembre, mais on ne s'était pas vu en tant qu'amoureux. Mais est-ce que c'est un peu comme la fin officielle de la relation avec Denis? Parce que Denis aussi a eu quelqu'un d'autre, là. Il nous l'a expliqué lors de son passage à l'émission. C'est ça, mais à ce moment-là, oui, ça a été la fin parce que moi, j'étais rendu là. Lui, c'est arrivé un petit peu plus tard avec Nana. Pas beaucoup, mais un petit peu. Ce qui fait que je pense qu'il a trouvé ça un peu dur au début que, bon, moi je parte à Noël chez Philou alors que lui restait avec Lovia à Montréal. Que lui était pas encore en relation. Exactement. Ça a été quand même très dur. Bien qu'il l'acceptait puis qu'il savait très bien qu'on était fait pour être ensemble. Il l'a sûrement dit d'ailleurs. Qu'on était fait pour être ensemble, moi et Philou, tu sais. Mais ça a été dur. Parce qu'après, nous, on se rendait pas compte aussi de tout l'attachement qui existait. Ça m'avait déjà été dit par ma bonne amie des années avant, mais ça, j'avais pas voulu l'entendre non plus. Comment moi puis Denis, même si on se disait séparés, on avait l'air d'un couple. Un couple platonique, tu sais. Ben, comme je disais tantôt, hein, beaucoup de gens pensaient que vous étiez encore ensemble. Et voilà. Et même avec Philou au début, pour être vraiment vrai avec tout le monde, comme on avait un logement d'une certaine grandeur et tout, ben Denis et moi, on n'avait qu'une chambre pour nous deux, là. Donc on dormait encore ensemble, même s'il se passait absolument rien. Donc, c'est assez particulier. On a commencé, moi et Philou, je suis allé en Europe, lui il est revenu au Canada en 2015, je suis retourné, là on a fait l'aller-retour plein de fois. Philippe est venu plus souvent que moi, parce que il était dans des possibilités plus faciles, comme Lovia est encore à l'école, moi je pouvais pas toujours m'absenter pendant l'année scolaire, et les moyens aussi étaient pas les mêmes et tout. Donc, mais reste que maintenant, c'est toi qui habites là-bas. Justement. Le show des étapes. Non, c'est pas grave.
justement, il est venu à quelques reprises et nous autres, le 11 avril 2016, il est venu au Québec puis on s'est dit, on ne se sépare plus. Là, c'est fini. Et ça, c'est important, là. On ne se sépare plus. C'est ça. Là, c'était fini la relation à distance où on se voyait de temps en temps. On a décidé que là, on se séparait plus. On se mariait cette année-là. Parce que de toute façon, on voulait le faire par amour et il fallait le faire pour les papiers, pour qu'on puisse aussi rester en France légalement, avoir le droit de travailler là-bas et tout ça. Donc, moi, à ce moment-là, j'ai dit on se sépare plus. Et donc, je suis reparti avec lui quand il est parti, ce moment-là. On a commencé à préparer notre mariage. Oui, parce que là, c'est ça, vous êtes mariés? Ouais, c'est ça. Quelle date? On s'est marié le 22 octobre 2016. Et on a commencé à le préparer, sans farce, autour du 20, peut-être 22 juin 2016. Parce qu'on n'était pas en France avant. Tu sais, souvent, les mariages, ça se prépare 2 ans d'avance. Les mariages, ça se prépare 2 ans d'avance. Pour toi, de partir du Canada, t'en aller là-bas, j'imagine que c'est un paquet de préparatifs aussi. Ça a été très compliqué parce que on avait un appartement qu'on avait loué, Denis et moi, sur Saint-Donat, et sur la rue Saint-Donat à Montréal, je veux dire. Mm-hmm. Et puis, on savait pas, notre bail devait finir le 1er septembre 2016. Sauf que là, tu te dis, est-ce que je ferme le bail puis je plonge en France, j'ai plus de pieds à terre au Québec, j'ai plus rien. Si ça marche pas là-bas, si j'ai pas les papiers, je reste où? Fait qu'on a gardé l'appartement pendant presque un an. Il y a un paquet de choses à penser. Là, aussi, si ça marche pas, la relation, tu sais, de Denis ou de moi, parce que Denis avait aussi la sienne. Mais écoute, ce qui est positif dans tout ça, c'est que tout a fonctionné. Ça s'est bien passé pour moi et Philou, en tout cas très bien. Parce que moi, ce que j'ai su... Mais ça a été quand même, oui. Tu sais, c'est quand même un gros changement de vie. Parce que ce que j'ai su entre les branches, c'est que toi, t'étais très à ton affaire, point de vue démarche, point de vue papier, point de vue tout ça. Même si je déteste ça, là, mais oui. Même si tu détestes ça, mais tu sais, des fois, il y a des choses qu'on peut pas oui, passer à côté. il faut faire quand même. Puis là, je sais que c'est plate, mais on va finir parce que... Ben oui, il faut, hein. Il faut. Mais c'est la première fois là que je te jure, je me dis, faudrait continuer. Là, si tu fais l'émission trop longue, après les gens vont trouver ça long. Oui, c'est ça. Mais c'est que ça s'est fini positif. Vous êtes mariés. Là, t'es de passage au Québec. Puis Dieu merci parce que on a pu faire l'émission. Exactement. Non, je suis de passage au Québec. Je vais y être un petit peu. Je vais essayer de passer un peu plus souvent. C'est pas facile parce que là-bas, faut c'est les billets d'avion et tout. Mais ce que moi je fais comme promesse aujourd'hui, c'est que si le projet survit, si le projet se poursuit, lors de ton prochain passage au Québec, on fait une autre émission. Oui, après ce moment-là, on pourra approfondir différentes choses qui ont été discutées en première et tout. Oui. On pourra peut-être faire une émission. Oui, qu'est-ce qu'elle fait maintenant en France. Puis avec Philippe aussi. Ouais, et tout. Aussi. Ouais, on pourra faire un suivi de tout ça, effectivement. Oui, effectivement. C'est très bien, hein. Ben, merci beaucoup, de toute façon, Martin, pour ton entrevue. C'est moi qui te remercie. C'était extraordinaire. Moi, je trouve que c'est une belle initiative. Je trouve ça très bien que les gens découvrent, autant les non-voyants que les autres, un peu l'univers de chacun, puis que les gens apprennent à se connaître entre eux. Fait que merci beaucoup, c'est très bien. Puis des parcours qui sortent de l'ordinaire. Exact. Des gens qui n'ont pas peur de foncer ou de faire des choses un peu hors du commun. Oui, malgré la distance, malgré un paquet de... malgré leurs limites et tout. Ah oui, on aurait pu parler malgré de ça. des obstacles. En France, quand tu parles de Montréal, c'est une entrevue. Tu sais. Que plusieurs pourraient dire, non, c'est trop compliqué, c'est trop... Non, Peggy, elle a défoncé tout ça. C'est ça. Parce que nous autres, on vit pas en ville, donc il faut vraiment marcher. On est 2 non-voyants avec un enfant, Lovia qui l'est aussi. C'est quand même un parcours, une vie assez spéciale là-bas, mais ça va. Et c'est plein d'aventures, c'est ça qui est le fun. T'sais. Oui, c'est des aventures sur lesquelles il faut, tout le monde, là, je le dis souvent, puis je vais le répéter. Tant que je vais faire Connaissez-vous, je vais le répéter. Ceux qui ont besoin d'un petit coup de pied au derrière, là, ben, je pense que Peggy, elle vient de vous en donner un autre, là. Hein? Je vous dis pas tous de déménager en France, là, c'est pas France, ça. Là. Non, mais poursuivez vos rêves. Hein? Osez. Sortez de chez vous, tu sais. Osez expérimenter la vie est trop courte pour s'ennuyer. Rencontrer des gens. Si c'est d'acheter un iPhone, je fais pas de promotion pour le iPhone, mais si c'est de vous acheter un iPhone, de vous ouvrir vers le monde, là, ben moi je vous dis, faites-le.
C'est ça. Exactement. Peggy, merci infiniment. Je pense que le message va passer tranquillement mais sûrement. Et avec le projet Connaissez-vous, les gens peuvent aller écouter et réécouter les entrevues. Et je pense qu'au bout du compte, on va faire une différence. Je suis d'accord. Merci à toi aussi. Je te laisse le dernier mot. Merci beaucoup à tous et revenez-nous pour une autre émission de Connaissez-vous. Le dernier mot, c'est mordez dans la vie. La vie est faite pour être vécue.